et bienvenue au docteur. Hey, Chantal, tu es déjà là, tu es en train de jouer. Eh oui, je suis en train de m'entraîner, Alain. C'est formidable. La nouvelle mode dans le salon. Dans le salon? Hey, regarde. On n'a plus besoin d'aller jouer dehors. Là, mais ça, c'est Ouais, dehors, ça va encore mieux, par contre. Mais Chantal, ça a l'air, ça bien ça. Si jamais tu es fatigué, tu me tiendras au courant, je te remplacerai. Non, on n'a pas le temps, Jacques. On va commencer. On va vous présenter, en fait, des nouveautés et des tendances en santé. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été très tendance, hein, comme on le voit. Surtout tendance à être toujours pareil. Oui, on peut dire ça aussi. Mais on va commencer. Je ne suis pas le seul à trouver ça tendance, l'entraînement avec des jeux vidéo. Hein. Les enfants de Yannick aussi trouvent ça tendance. Bonjour les docteurs. Mon fils aime bien jouer à la boxe sur la console de jeux vidéo. Je me demandais si une demi-heure de ce jeu par jour peut remplacer une demi-heure d'activité physique. Merci. Merci, Yannick. C'est vrai que c'est l'exercice, Chantal. Je sais même pas quel sport. Très C'est impressionnant. un jeu, c'est pas un entraînement. Ben, attention. On sait qu'on a un problème avec les enfants. Les recommandations, c'est à peu près 1 heure d'exercice par jour, 7 jours par semaine. Savez-vous combien d'enfants font ça? 1 sur 15. Aïe, 1 sur 15, hein? En fait, puis on sait que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans. 8 heures par jour en moyenne devant les écrans. Ça, c'est pas juste la télévision. Par là, ça... semaine ou par jour? Par jour. Ça crée des problèmes. On sait qu'il y a du surpoids chez les enfants. Un enfant sur 3 actuellement au Canada là, serait en situation de surpoids. Et on sait que c'est un lien avec le temps passé devant l'écran. Mais tu posais une question, est-ce que c'est de l'entraînement ou non? Ce type de vidéo-là, ce type de Ben, jeu-là? ça crée un essoufflement. Fait que Oui, ça, t'avais l'air un peu essoufflé. ça, on correspond à la définition de l'entraînement où c'est sûr, mais je ne ferai pas ça pendant une demi-heure. Non, mais ça correspond en fait à une marche à intensité moyenne, à peu près à 6 km/h. Donc ce qui est un exercice, dans le fond, qu'on sait est suffisant pour maintenir un bon état de santé, en fait, rester en forme. Donc 30 à 60 minutes, non seulement ça peut garder en forme, parce que c'est l'équivalent de la marche, mais en plus, il y a l'équilibre. Hein, on voit que quand même l'orientation spatiale, hein, aller chercher les trucs comme ça. Donc c'est un exercice quand même plus qu'on pourrait le penser. D'autant plus que s'ils sont accrochés aux écrans, c'est une bonne façon au moins de les faire bouger en s'amusant, là, ça c'est de un. Mais de deux aussi, on parle qu'ils font pas beaucoup d'exercices, tu parlais de ça tantôt, Gaëlle, mais des fois aussi, c'est de les inscrire à certaines choses. Alors là, ils se sentent obligés. Ou d'y aller avec eux. Ou de contrôler le temps devant l'écran. Ou d'aller dehors, en fait. L'exercice à l'extérieur, ça apporte plus de bienfaits au niveau mental, au niveau physique. Ça augmente la sensation d'énergie, l'engagement aussi, l'engagement dans les activités, et ça nous mène plus à répéter les activités. Donc, c'est vrai que jouer dehors, le bon vieux aller jouer dehors de nos mères, là, ça change quelque chose. Donc, l'idéal, c'est cette machine-là à l'extérieur, l'hiver, avec des amis ou vos enfants. En haut d'une montagne. En haut d'une montagne. Ça, c'est le summum, mais quand même. Pourquoi pas? Ça va vous faire une génératrice aussi, je pense. N'empêche, bon, c'est une forme d'exercice, donc faut pas penser que 30 minutes de ça pourrait peut-être aider un peu. C'est ça. Et c'est amusant. Ça a l'air amusant. Oui, c'est très, très, très amusant. Maintenant, c'est bien de s'entraîner, mais des fois, il y en a qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Alors, ils cherchent des moyens pour optimiser leur entraînement. Et ça inquiète Luce. Bonjour les docteurs. J'ai 2 grands garçons qui s'entraînent énormément et ils prennent toutes sortes de produits. Ça m'inquiète un peu. Pouvez-vous me rassurer? Merci. On parle vraiment de grands garçons aussi. Oui, mais en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment la rassurer. En fait, c'est un phénomène qui devient un peu inquiétant et ça commence très jeune. Donc, ça commence à l'âge de 10-11 ans. 10-11 ans. Pourquoi on voit ça? C'est qu'au départ, c'est un peu une attitude que moi j'appelle l'attitude dopante. C'est-à-dire que très jeune, comme parent, comme entraîneur, on commence à dire aux jeunes, bon, c'est important de bien s'hydrater. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Et là, c'est le besoin, par exemple, de partir à sa pratique, puis là, d'amener une boisson avec lui. Alors, ça peut être une boisson de réhydratation. Donc, ça commence comme ça, de façon très banale. Ou en sentant que si on ne l'a pas, on va moins performer. Exactement. Alors là, tranquillement, on est en train de dire aux jeunes que s'il ne prend pas quelque chose que seulement de l'eau, qu'il doit prendre autre chose, que c'est pas suffisant. Ça prend le petit quelque chose de plus. Et là, tranquillement, au fur et à mesure qu'on progresse, ben là, quand il y a plusieurs parties qui peuvent être rapprochées ou plusieurs séances d'entraînement, là, on commence à dire, ben là, il faut faire attention, l'alimentation, mais on ne parle pas d'alimentation. On parle de produits. À chaque fois, on fait face à une nouvelle demande, et cette fois-ci, ben, c'est de prendre quelque chose de plus. Alors là, les jeunes qui vont commencer à s'entraîner au gymnase, eux vont commencer à prendre, par exemple, des protéines. Alors, on peut penser à la créatine, qui est une des protéines. Il y a plusieurs produits qui peuvent en contenir.
ou on va prendre des protéines ce qu'on appelle de petits lait, qui est une autre forme de protéine. Donc, encore là, au lieu de modifier l'alimentation, puis de dire, bon, ben, tu t'entraînes un peu plus, on va changer ça au niveau de l'alimentation, on va ajuster ça, on va vers des produits qui sont déjà faits. C'est on fait aussi pour les pilules. Tu sais, on veut la pilule miracle, mais là, on veut la poudre miracle. Exactement. Ils s'en vendent même dans le gym en question, donc c'est disponible. C'est disponible partout. Et non seulement c'est disponible, mais c'est aussi encouragé. Donc, dans les gymnases, souvent, on va être encouragé de dire, ben, écoute, si tu prends tel ou tel produit, par les entraîneurs, ou parfois par des pairs. On a des amis qui s'entraînent. Alors là, tranquillement, les jeunes se rendent compte que moi, si je m'entraîne, ça prend tel produit, tel produit, tel produit. Là, il y a des produits pré-entraînement, post-entraînement. C'est comme un peu, ça devient la normalité du jeune qui s'entraîne. Exactement. Ça devient une norme. Et là, quand on arrive vraiment aux compétitions et on continue, ben là, c'est d'utiliser des produits durant un événement ou une compétition. Alors là, on va prendre, par exemple, des boissons énergisantes, des produits qui contiennent beaucoup de caféine. Donc, et si on ne les prend pas, les jeunes ont l'impression qu'ils ne performent pas. Alors, Jacques, est-ce qu'il y a des points négatifs à prendre ça? Au-delà du psychologiquement, ça peut affecter le jeune. Est-ce qu'il y a des produits dangereux? Alors, en fait, sans parler de dangereux, ce qui est inquiétant, et c'est ce qu'on dit, moi, c'est ce que je dis à tous les athlètes professionnels que je suis ou même amateurs qui doivent suivre des tests d'antidopage, dans beaucoup de ces produits-là, on ne sait pas exactement ce que ça contient. Ne vous fiez pas qu'à l'étiquette, et c'est là le danger. Et c'est là plus réglementé que ça. Ben, c'est-à-dire qu'il y a toujours les numéros de produits naturels maintenant qu'on commence à voir sur les produits qui sont quand même garants du contenu à ce moment-là. Donc, modifier la diète, ne pas encourager du jeune âge à aller vers ces produits-là, puis essayer finalement de les retirer. Ils vont se rendre compte que souvent, en les retirant, avec une bonne alimentation, ils n'en ont pas besoin. On le remplace avec de la farine, ça ne paraît pas. Les gâteaux. On fait des gâteaux avec. Mais tendance très jeune, plutôt inquiétant. Maintenant, la course, ça, c'est pas nouveau, mais depuis quelques années, c'est redevenu très tendance. Tout le monde court. Isabella, on a une question course pour nous. Bonjour les docteurs. J'ai commencé à faire la course récemment et puis j'ai vu qu'il y avait des personnes qui couraient avec des souliers avec des orteils. Je me demandais si c'est une mode passagère ou si c'est quelque chose qui est conseillé. Merci. C'est effectivement une mode, Isabella, mais on en voit tous dans la rue. Ça s'appelle des souliers barefoot running ou des souliers minimalistes. J'ai vu que quand tu es allée à la boutique, tu les as essayés. Comment tu te sentais avec tes souliers? Ben, en fait, c'est intéressant. C'est une approche qui est différente. Je sentais surtout que j'avais l'impression qu'il fallait que je cours sur la pointe des pieds. C'était très, très, très ajusté. Donc, j'ai pas été convaincue nécessairement. D'abord, chose certaine, c'est que ça change effectivement la façon dont la personne court. Je vais vous montrer premièrement, c'est quoi, pour ceux qui en ont jamais vu, c'est des souliers. Souvent, les premiers qui ont sorti, surtout, là, ça date d'à peu près 2005, la commercialisation de ces souliers-là. Au départ, il y avait tous des orteils séparés. Puis on voit qu'il n'y a à peu près pas de semelle, donc il n'y a pas beaucoup d'absorption quand notre corps arrive au sol. Il y a des versions un peu différentes qui ont été mises en marché où les orteils ne sont pas séparés, mais on a encore une fois la même caractéristique et c'est des souliers qui sont très, très, très souples. Donc ce que c'est, dans le fond, c'est pratiquement comme courir nu-pied, mais en se protégeant un peu contre les imperfections du sol, par opposition à un bon vieux soulier de course très coussiné où il y a une absorption au niveau du talon qui est importante, même à l'avant-pied, qui est plus solide, puis avec lequel, là, dans le fond, on a un meilleur soutien au niveau du pied. Si j'ai bien compris, Isabelle, toi, tu commences à courir. Ça fait pas très longtemps que tu cours. Je recommence à courir, oui. Et je pense que le soulier, là, le barefoot running, là, la course avec des souliers minimalistes, ça s'adresse peut-être plus à quelqu'un qui commence à être un peu blasé dans sa course. Et graduellement, on pourrait passer vers une chaussure, justement, qui est plus minimaliste, qui va avoir moins de support. Mais c'est certain qu'on ne le fait pas quand on a déjà des douleurs avec des souliers qui sont performants, ou si on commence à courir, mais qu'on a un surplus de poids ou qu'on a des problèmes d'arthrose, des problèmes qui peuvent occasionner de l'usure au niveau des articulations, bien, d'aller vers une forme d'entraînement où il n'y a pas de soutien, ça va être encore plus difficile, donc c'est pas à prioriser. L'autre chose, c'est que ce genre de souliers-là, en fait, probablement pour certaines personnes, ça va très bien. Ils n'ont pas de problème à s'adapter à ça. Moi, la crainte que j'ai, ce sont les gens qui ont déjà, par exemple, des problèmes de rotule ou des problèmes avec des arches plantaires ou même tendinite, tendon d'Achille, qui
peut-être même portent déjà des orthèses plantaires. Ben, évidemment, on ne peut pas vraiment mettre d'orthèses plantaires là-dedans. Et, il n'y en a pas de support naturel. Il n'y en a pas de support naturel. Donc, c'est probablement pas nécessairement fait pour eux. Et puis, je me demande vraiment, là, c'est une mode qui est là actuellement. Je dis bien c'est une mode parce que j'ai hâte de voir si dans 5 ans ou dans 10 ans, on va le voir encore. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de preuve que c'est meilleur ni que c'est pire. C'est uniquement une façon différente de courir. Il faut apprendre cette façon différente-là de courir. Puis ce qui est pratique aussi, Isabelle, c'est qu'on ne peut pas accumuler de mousse entre les orteils. Alors, il y a un aspect pratique. C'est bon. Est-ce que ça répond à ta question, Isabelle? Merci à toi. Et après la pause, on vous revient avec une technique bien particulière, la cryo-ablation. Après la pause. L'idée de créer du froid dans un corps battant à une température de 36 degrés, c'est un peu comme essayer de faire de la crème glacée dans une fournaise. Dans une fournaise. Oui. Et pourtant, ça a fonctionné. Et pourtant, ça a fonctionné. Et plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, l'intestin du nouveau-né est quand même assez immature pendant un certain temps. Il faut le laisser maturer